Très bien. Donc, je remercie les organisateurs de me donner cette opportunité de parler des anticorps neutralisants, des découvertes récentes sur ces anticorps depuis environ 10 ans. Donc j'aurai deux parties, une partie un peu sur des généralités, sur ce qui est nouveau sur les anticorps, et puis la deuxième partie, je vous donnerai un peu un exemple de ce qui se fait en recherche pour essayer de développer un vaccin qui pourrait induire ce genre d'anticorps. Alors, qu'est-ce que c'est les anticorps neutralisants? Donc ici, on a HIV. Donc HIV, c'est un virus enveloppé avec à sa surface des glycoprotéines, des spicules, donc ces glycoprotéines d'enveloppe qui sont constituées de GP120 et de GP41. Donc on a 3 GP120, 3 GP41 qui s'associent dans un trimère d'enveloppe. Et ce trimère d'enveloppe, ces spicules à la surface du virus, sont la cible de ces anticorps qu'on appelle anticorps neutralisants. Alors, les anticorps neutralisants, en se fixant sur les glycoprotéines d'enveloppe, qu'on revoit ici avec en jaune la GP120 et la GP41 qui ancrent le trimère dans la membrane, ces anticorps bloquent l'accès du virus, des glycoprotéines, aux récepteurs, que ce soit le CD4, on voit ici ou ici, ou les corécepteurs. Donc, ces anticorps, en se fixant sur les spicules à la surface du virus, bloquent l'entrée du virus dans la cellule. Donc c'est la seule cible à la surface du virus des anticorps neutralisants. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux anticorps neutralisants depuis déjà longtemps, depuis pratiquement la découverte du HIV? Eh bien parce on sait d'abord que les vaccins antiviraux fonctionnent pour beaucoup sur la licitation d'anticorps neutralisants, et puis parce qu'on sait depuis longtemps aussi qu'il y a une corrélation entre la neutralisation, qui est un phénomène in vitro, en plaques, en laboratoire, et la protection in vivo. C'est-à-dire que, par exemple, dans un modèle macaque, si on injecte par voie intraveineuse un anticorps neutralisant dont on sait qu'il neutralise la souche particulière qu'on va utiliser pour essayer d'infecter les macaques ensuite, s'il y a donc cette protection, cette neutralisation in vitro entre cet anticorps et cette souche, on sait qu'ensuite, le macaque sera protégé. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout de développement de charge virale et on a à la fin une protection complète, une protection stérilisante. Donc, c'est probablement la réponse immunitaire pour laquelle on a la meilleure corrélation entre un test in vitro et une capacité à protéger in vivo, en tout cas dans un modèle animal. Par contre, un des gros problèmes du HIV, donc, vous savez, c'est la grande diversité, donc particulièrement au niveau des protéines d'enveloppe. Il y a une énorme diversité des protéines d'enveloppe du HIV. Donc pendant très longtemps, la question a été, est-ce qu'il peut y avoir des anticorps qui peuvent reconnaître une grande diversité de virus? On ne peut pas avoir un anticorps différent par virus, donc il fallait, pour que ce soit, qu'on puisse avoir un espoir que ces anticorps puissent être utilisables, avoir des anticorps capables de reconnaître tous ces différents virus, donc des anticorps qu'on appelle anticorps neutralisants à large spectre. Alors on sait... Alors ces anticorps sont difficiles à obtenir parce qu'en fait les protéines d'enveloppe c'est une cible difficile pour les anticorps en raison de la grande diversité dont j'ai parlé, en raison d'une instabilité du trimère. Les protéines GP120 et GP41 ne sont pas associées de façon très solide, elles se détachent facilement. Et puis en raison de la forte glycosylation, donc on voit ici il y a énormément de sucre à la surface des protéines d'enveloppe qui ont tendance à bloquer l'accès aux anticorps. Toutes ces petites boules bleues qui bougent sont les sucres. Alors on sait depuis 2009 que ces anticorps à large spectre existent. Alors comment est-ce qu'on les a découverts? Grâce au fait au criblage de larges cohortes d'individus infectés. Et on a particulièrement, nous, dans le laboratoire, criblé une cohorte de 1800 personnes et on a isolé. Donc on a vu qu'une certaine fraction, une fraction relativement faible, 10% environ, il y a tout un spectre de neutralisation, mais environ 10% des individus infectés qui font des anticorps neutralisants à large spectre. Et donc c'est comme ça qu'en 2009, on a isolé le premier anticorps neutralisant à la charge spectre de nouvelle génération. Avant 2009, on avait un petit peu l'idée que certes que les anticorps neutralisants à large spectre pouvaient exister, mais on avait des anticorps qui n'étaient pas à très large spectre. Donc là, verticalement, on a la couverture, c'est-à-dire le nombre, le pourcentage de virus neutralisés, et horizontalement, on a
l'IC50 qui est donc la capacité à neutraliser. Donc les anticorps qu'on avait avant 2009 étaient soit des anticorps qui neutralisaient beaucoup de virus, mais vraiment des concentrations très élevées, ou des anticorps qui ne neutralisaient pas beaucoup de virus. Et donc, à partir de 2009, il y a eu une explosion de la quantité d'anticorps neutralisants large spectre qu'on a découvert, avec maintenant des anticorps neutralisants qui neutralisent à une très large fraction des virus et à des concentrations extrêmement faibles. Donc à des concentrations qu'on peut par exemple penser pouvoir induire par vaccination. Et comme ces anticorps reconnaissent en fait des virus différents, si on fait une combinaison d'anticorps, en fait on peut reconnaître la plupart des souches de virus circulantes. Alors qu'est-ce qu'ils reconnaissent ces anticorps à la surface des spicules? Ils reconnaissent différentes régions, donc ils sont des régions en fait conservées, ce sont des régions qui sont des régions similaires d'un virus à l'autre. Et donc ils définissent en fait des sites de vulnérabilité. Alors les plus communs sont l'apex du trimère, le site de fixation du CD4, un site autour d'une glycane en position 332 qu'on appelle le Raymanos patch, et puis des sites aussi à l'interface entre la GP120 et la GP41, et enfin des sites sur la GP41. Et en fait maintenant on a tout un panel d'anticorps neutralisants à large spectre qui recouvre pratiquement tout le spicule d'enveloppe. Donc autant il y a quelques années, avant 2009, on pensait que ces anticorps allaient extrêmement rares, ce serait sur des sites extrêmement particuliers. En fait, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on pensait. Et donc ces anticorps maintenant commencent à être utilisés dans les approches de traitement et de prévention. Alors en termes de traitement, alors, ce qui est intéressant avec ces anticorps, c'est qu'ils ont un mécanisme d'action distinct de la plupart des antirétroviraux. Alors, ils inhibent l'entrée, comme j'ai exposé avant, et puis ils augmentent la clairance donc, virale. Mais comme tous les anticorps, ils ont aussi des fonctions effectrices. Ils sont capables d'activer le complément, d'activer des cellules NK, donc de faire de la cytolyse dépendante des anticorps, la DCC, et aussi d'activer la phagocytose par les macrophages. Donc, ils permettent aussi l'élimination de cellules infectées. Donc il y a une sorte de double action entre l'inhibition de l'entrée et l'élimination de cellules infectées. Et puis tous ces anticorps dont j'ai parlé sont des anticorps humains, donc ce sont des anticorps isolés à partir de patients, donc entièrement humains, donc des anticorps qui sont bien tolérés. Alors il y a eu des premiers essais de traitement qui ont été faits, d'abord chez le macaque, et puis maintenant aussi dans des essais cliniques de phase 1. Et on voit que ces anticorps, par exemple ici, l'anticorps PGT121 qui est injecté à des macaques infectés, et on voit que la charge virale diminue très rapidement et remonte éventuellement quand l'anticorps disparaît. On voit qu'il peut y avoir chez certains animaux un effet prolongé. On retrouve la même chose dans les premiers essais cliniques chez l'homme, avec essentiellement une suppression transitoire de la virémie et parfois un échappement, parce que la plupart des études qui ont été conduites sont avec un seul anticorps, et un petit peu comme avec les drogues, on peut avoir l'échappement à un seul anticorps, mais probablement, si on utilise des combinaisons d'anticorps, on va pouvoir limiter ces problèmes d'échappement. La chose intéressante aussi avec ces anticorps, c'est l'effet vaccinal des anticorps. Les anticorps, en se fixant sur les protéines d'enveloppe du virus, forment des immuns complexes qui vont être captés par les cellules présentatrices, qui vont pouvoir stimuler, booster la réponse immunitaire. Donc c'est vrai chez l'homme, et c'est vrai aussi chez le macaque. C'est une étude très intéressante, récente, du groupe de Malcolm Martin, où on a infecté des macaques, et assez rapidement, quelques jours après, on les a traités soit avec des antirétroviraux, soit avec des anticorps, soit on ne les a pas traités. Donc bien sûr, les macaques non traités développent une charge virale importante. Les macaques sous antirétroviraux, on ne voit pas de charge virale s'élever au moment de la primo-infection, mais par contre, dès qu'on arrête les antirétroviraux, la charge virale remonte et la réplication virale repart. Et par contre, chez les macaques qui ont été traités par un cocktail de 2 anticorps, on voit que l'infection soit intraveineuse ou intrarectale. Si l'infection est intraveineuse, il y a une légère montée de la charge virale qui rediminue. Si l'infection est intrarectale, on ne voit pas du tout de charge virale. Et ce qui est intéressant, c'est que quand le traitement anticorps s'arrête, la charge virale reste basse, indétectable. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les anticorps ont stimulé une réponse CD8 qui permet alors le contrôle
de la réplication virale. Donc là, l'administration d'anticorps a permis de transformer ces singes en singes contrôleurs à long terme. Les anticorps pourraient être aussi utilisés dans des approches visant la guérison de type cure, des approches donc de type shock and kill, où on va activer les cellules du réservoir, les cellules CD4 latentes. Ces cellules CD4 activées vont se mettre à produire du virus, donc pouvoir être visibles par le système immunitaire, en particulier par les anticorps, qui pourraient alors bloquer la réplication virale et aller tuer les cellules infectées. Alors tout ça, ces approches sont d'autant plus possibles qu'il y a eu une énorme amélioration de l'ingénierie des anticorps, avec maintenant des mutations qu'on peut faire dans les parties FC des anticorps qui vont augmenter la demi-vie, donc avec des anticorps qu'on pourrait injecter seulement par exemple tous les 6 mois, normalement c'est à peu près tous les mois, tous les 2 mois pour des anticorps à peu près avec des demi-vies normales. Donc on peut augmenter de façon très large la demi-vie, on peut aussi augmenter l'affinité, on peut moduler les fonctions effectrices aussi en faisant des mutations pour augmenter la DCC, augmenter la phagocytose, donc un petit peu en fonction des fonctions qu'on désire booster. On peut faire des anticorps qui sont des anticorps multispécifiques. Par exemple, dans une publication récente, cet anticorps ici qui est en fait une chimère qui reconnaît 3 types d'épitopes, puisqu'on a greffé sur cet anticorps une partie variable d'un anticorps qui reconnaît le site de fixation du CD4, un anticorps qui reconnaît l'apex du trimère et un anticorps qui reconnaît la partie GP41. Donc on a un anticorps là 3 en 1, et donc ce qui permet aussi toutes ces modifications, puisqu'on va utiliser moins d'anticorps, avoir des anticorps plus efficaces, vont pouvoir entraîner une diminution des coûts qui a été le coût jusqu'à présent, ça a été quand même un des gros obstacles à l'utilisation des anticorps, et les coûts maintenant deviennent suffisamment abordables pour qu'on puisse penser utiliser ces anticorps de façon courante. On peut aussi, il y a aussi des améliorations de l'administration via des injections sous-cutanées ou des dispositifs d'administration. Et puis de façon un peu plus futuriste, il y a aussi des possibilités de thérapie génique avec ce type d'anticorps. Alors, qu'en est-il de la prévention, de la prophylaxie? Alors, comme je vous l'ai dit, les anticorps, on sait très bien que dans les modèles animaux, ces anticorps peuvent protéger. Alors, est-ce qu'ils peuvent vraiment protéger chez l'homme? On n'en a pas encore absolument la preuve. Il y a une étude en cours donc, qui va être extrêmement intéressante, qui est une étude donc, HVTN 703, HVTN 704, qui utilise un anticorps du NIH, le VERSEO1, qui est un anticorps contre le site de fixation du CD4. Et cet anticorps va être injecté tous les 2 mois, donc sur 3 ans, à des individus sains non infectés à risque. Et donc, cette étude devrait nous donner la preuve non seulement que les anticorps neutralisants à large spectre peuvent protéger chez l'homme, mais aussi quel est le niveau d'anticorps nécessaire à la protection, parce que dans les modèles animaux, on a tendance à utiliser des fortes doses de virus, puisqu'on veut que tous les singes contrôles soient infectés. Donc on ne sait pas si on ne sous-estime pas finalement la capacité des anticorps à protéger. Donc dans 4-5 ans, on aura une réponse a priori sur la capacité de ces anticorps à protéger et à quelle dose, à quelle concentration plasmatique, ce qui nous donnera pour des approches soit de prévention par voie passive, soit pour des vaccinations, ça nous permettra de savoir quel est le seuil de concentration plasmatique à induire ou à avoir pour avoir une protection. Alors, ce qui serait idéal, c'est d'arriver à induire ce type d'anticorps par vaccination. Alors, comment induire les anticorps à large spectre? Pour l'instant, on ne sait pas. Toutes les stratégies classiques de vaccinologie ont échoué. Donc, on se dirige plutôt vers des approches rationnelles. On essaie de comprendre exactement comment ces anticorps sont induits chez certains sujets. C'est ce qu'on fait en particulier dans mon laboratoire. On essaie de comprendre la genèse des anticorps à large spectre lors de l'infection naturelle.
Alors, comment se passe la réponse anticorps? Eh bien, on a des cellules B naïves qui patrouillent l'organisme, et puis ces cellules B naïves, lorsqu'on s'infecte, vont rencontrer éventuellement un virus avec des protéines d'enveloppe qu'elles peuvent reconnaître. Donc l'anticorps à la surface de cette cellule B naïve va se fixer sur ce spicule d'enveloppe, ça va activer la cellule B qui va se mettre à produire des anticorps. Et ces anticorps, parmi ces anticorps, il y aura des anticorps neutralisants. Et l'arrivée de ces anticorps neutralisants va bloquer la réplication de ce virus, mais comme il y a une grande diversité virale générée chez le patient, il va éventuellement y avoir une sélection d'un mutant échappement, comme un mutant échappement peut être sélectionné si on utilise une seule drogue. Et si le virus a un mécanisme pour sélectionner des mutants d'échappement, c'est aussi vrai du système anticorps. C'est-à-dire que dans les cellules B, il y a aussi un mécanisme de mutation qui font que d'une génération à l'autre, les anticorps changent. C'est-à-dire qu'à partir d'une seule cellule mère, cette première cellule, les enfants de cette cellule vont faire des anticorps qui vont avoir des mutations et éventuellement, ces anticorps vont pouvoir reconnaître le mutant d'échappement et du coup sélectionner un autre mutant d'échappement. Donc il y a une sorte de course à l'armement comme ça entre le virus et les anticorps qui font que, à partir d'une seule cellule, on obtient à la fin des anticorps à large spectre. Donc on aurait pu penser, ou on pourrait penser que les anticorps naissent à large spectre ou alors qu'ils évoluent pour acquérir cette neutralisation à large spectre. Et on va voir que c'est plutôt la deuxième solution qui est vraie. Alors pour étudier ce type de réponse, donc nous avons étudié une large cohorte de primo-infections longitudinales, donc d'Afrique de l'Est et du Sud, organisée par International Vaccine Initiative, IAVI, et nous avons screené 439 donneurs, et sur ces 439 donneurs, à peu près 10-15%, dépendant où on met la barre, font des anticorps à large spectre. Et on a pu cartographier ces réponses à large spectre, et la réponse la plus commune, c'est donc quand cette région de la base de la boucle V3, donc à peu près 30% des sujets font des anticorps, en tout cas des sujets qui font des anticorps à large spectre, les font contre cette région, ce qui nous suggère que c'est peut-être une bonne région, une bonne cible pour la vaccination. Alors, pour vous donner un exemple du type de travail qui est fait sur ces donneurs, donc nous avons le donneur 76. Donc, ce donneur 76 a développé au cours du temps un score de neutralisation. Donc, le score de neutralisation nous donne une idée de la neutralisation à large spectre. Donc, il faut assez longtemps. Par exemple, chez ce donneur, il faut presque 3 ans pour développer une neutralisation à large spectre. C'est généralement le cas. Il faut de 2 à 3 ans pour développer ce type de neutralisation. Ensuite, on a des techniques pour aller isoler spécifiquement ces anticorps, enfin les cellules qui reconnaissent les épitopes à large spectre de diriger contre la région 332, puis c'est cette région qui nous intéresse. Et à partir de ces cellules, on peut isoler les anticorps et les séquencer. Et donc, on a isolé des anticorps à différents temps, 16 mois, 22 mois, 16 mois, 22 mois, 27 mois, 33 mois et 38 mois après l'infection. Alors après, on fabrique ces anticorps dans le laboratoire et on peut les tester contre des panels de virus. Donc ici, on les a testés contre un panel de virus. Et ce qu'on voit, c'est que les anticorps les premiers anticorps, les anticorps du mois 16, sont des anticorps qui neutralisent très peu les virus. Ça, ce ne sont pas les virus du patient, ce sont les virus hétérologues, donc des virus tout venant, dirons-nous, de différents subtypes. Par contre, on voit que en maturant, c'est-à-dire après l'acquisition de mutations, ces anticorps deviennent de plus en plus capables de neutraliser donc un large pourcentage de virus, donc jusqu'à 70% pour certains d'entre eux, à des concentrations de plus en plus faibles. Et donc on a bien, puisque ça, ces anticorps qui sont tous de la même famille, tous ces anticorps proviennent de la même cellule B. Et donc il y a bien un phénomène de maturation et d'acquisition avec cette maturation, avec ces mutations, d'une augmentation de la capacité de l'anticorps à neutraliser de plus en plus de virus à des concentrations de plus en plus faibles.
Alors après, ce qu'on fait, c'est on fait du deep sequencing, donc du séquençage à haut débit de tout le répertoire anticorps de ces patients. Et donc, on peut retrouver dans tous ces anticorps tous les anticorps de la même famille, puisque quand on fait du tri cellulaire, on n'a qu'un certain échantillon faible des anticorps. Et donc là, on peut avoir une vision beaucoup plus large en faisant du séquençage, et on voit qu'à partir de cette cellule unique, naïve, on a toutes ces différentes branches qui se développent avec le temps, et on voit que certaines branches, par exemple, avec les petits points rouges, là, qui correspondent à la neutralisation, donc certaines branches donnent de la neutralisation à large spectre, mais pas toutes les branches. Donc à partir d'une même cellule, on peut avoir génération à la fois d'anticorps à large spectre et à la fois d'anticorps qui ne sont pas des anticorps à large spectre, qui sont des anticorps qui vont neutraliser seulement les virus du patient. Et on voit la maturation, on voit le nombre de mutations, là par exemple sur ce graphe, on voit que le nombre de mutations augmente avec le temps. Alors ensuite, si on regarde comment ces anticorps neutralisent le virus du patient, donc on récupère aussi tous les virus du patient en fonction du temps, donc depuis le début de l'infection, et on regarde comment ces anticorps des différents temps neutralisent les virus du mois 5, 10, 16, etc. Et donc on voit que les virus du mois 5 ne sont pas neutralisés, mais que la neutralisation commence avec le mois 10. Et donc ça veut dire que c'est un virus qui est apparu entre le mois 5 et le mois 10 qui a stimulé cette réponse anticorps. On voit ensuite que par exemple à partir du mois 16, les anticorps les plus précoces ne neutralisent plus le virus, donc il y a eu échappement. Par contre, les anticorps plus tardifs continuent à neutraliser le virus jusqu'au mois 27, où là, il y a échappement. Et on a aussi les séquences du virus en même temps, donc on peut en faire une corrélation entre l'apparition de certaines mutations et puis la sélection des anticorps. Et donc, on voit quelles sont les différences entre les virus du mois 5 et le virus du mois 10. Par exemple, on sait que deux mutations en position 328 et 335 sont probablement à l'origine de la sélection de ces anticorps à large spectre. Et ensuite, que l'évolution se fait, là encore, avec des mutations en position 328 et 335, avant que le virus n'échappe complètement, en perdant justement ce glycane en position 332 qui est indispensable à la fixation des anticorps. Donc l'idée derrière ce type de recherche est de générer donc des immunogènes à partir des trimères d'enveloppe de donneurs qui ont fait des anticorps à large spectre pour les utiliser dans des approches de vaccination. Donc c'est seulement depuis quelques années qu'on arrive à faire techniquement des trimères qui ressemblent aux trimères qui sont à la surface du virus. Jusqu'à il y a 4-5 ans, c'était un des obstacles de la vaccination pour induire des anticorps. On n'arrivait pas à faire des trimères stables qui ressemblent exactement à ce qu'il y a sur le virus. Donc maintenant on peut, ce sont des trimères qu'on appelle SOSI, puis aussi des trimères qu'on appelle NFL. Et donc on fait les trimères à partir de ces enveloppes de patients. Et donc on essaie d'arriver sur des approches de vaccinologie rationnelle où on va activer les cellules B parentales. Donc avec ce genre d'approche, on arrive à savoir d'où exactement viennent ces anticorps, de quel type de cellules, et on peut faire des immunogènes, ce qu'on appelle le germline targeting, faire des immunogènes qui vont dans toutes les cellules B d'un patient, aller stimuler de façon plus particulière ces cellules B qui sont à l'origine de la lignée d'anticorps neutralisant large spectre, et ensuite avec une série d'immunogènes, on va pouvoir booster et aller conduire la sélection des anticorps vers la sélection d'anticorps à large spectre, et on espère pouvoir ainsi induire une protection. Donc voilà un petit peu un panorama de ce qui se fait sur les anticorps. C'est un champ qui est en pleine explosion. Je pense que vous entendrez souvent parler maintenant dans les années à venir. Alors tout ce travail, la dernière partie du travail qu'on fait dans le labo se fait avec beaucoup de collaborateurs, en particulier en Afrique, tous nos collaborateurs au Kenya, en Afrique du Sud, Ouganda, Rwanda et Zambie, à International AIDS Vaccine Initiative, au Scripps Research Institute où j'étais jusqu'il y a 2 ans, grâce au financement du NIH de IAVI,
et puis ici en France grâce au financement de la NRS, Finovie et puis l'Europe. Je vous remercie. Merci beaucoup à Pascal qui nous montre qu'on avance, bien qu'on y soit encore très loin dans la mise au point de quelque chose qui va fonctionner. Encore, merci beaucoup, vous nous avez fait gagner 5 minutes, donc les organisateurs vont être très satisfaits de faire la clôture à temps. Et là maintenant, nous allons faire venir un duo. Voilà. Donc, Ève